Dans la mi-journée du vendredi 7 novembre 2025, lorsque j'annonce sur la page Facebook actupeople.net la nouvelle de son arrestation par la police, les commentaires fusent de toutes parts. À la suite de cette annonce, je fais un direct sur la chaîne YouTube actupeople.net et là, entre compassion, encouragement, des théories sont développées, des thèses complotistes. Chacun y va de son commentaire. 2 à 3 semaines après, nous avons l'opportunité de recevoir sur notre plateau l'ancien Gbon Coulibaly. Qu'est-ce qu'il en a été de son arrestation, les mobiles, les raisons profondes? Aujourd'hui, son état d'esprit, après cette nuit du jeudi 6 au vendredi 7 novembre, pour rappel, il a été relâché l'après-midi du samedi 8 novembre 2025 après son audition. Il a même fait une publication sur la page Facebook. Et à ce jour, beaucoup s'étonnent toujours et je vois des personnes me demander mais qu'est-ce qu'il en est de l'ancienne, comme si cette information n'était pas assez passée. 2, 3 semaines après, en tout cas, il est là, en face de moi. Bonjour l'ancienne Gbon Coulibaly, comment vous vous sentez depuis votre arrestation qui a eu lieu dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 novembre 2025? Bonjour Guillaume, merci de m'inviter sur votre plateau. Avant tout, je tiens à m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés. Donc pour le combat que nous avons décidé de mener contre ce qu'il y a en Côte d'Ivoire. Je tiens à demander pardon sincèrement à nos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui aujourd'hui sont incarcérés à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan pour leur opinion. Ce n'est pas un pardon de culpabilité parce que nous n'avons pas appelé au désordre, nous avons appelé à manifester, à contester. C'est un pardon de responsabilité. Parce que tous ces jeunes, que ce soit les jeunes du PDCI, les jeunes du PPACI, Ibrahim Zighi, Blaise Lastre, etc., tous ces 1000 personnes environ qui sont aujourd'hui détenues, le sont pour des raisons d'opinion. Ce ne sont pas des criminels. Et le temps passé dans cette cellule, enfermé, m'a emmené à comprendre que la liberté n'avait pas de prix. C'est pour cela que j'ai décidé, avec le mouvement citoyen, de mettre en place une commission pour soutenir les prisonniers politiques d'opinion. Nous allons former un bureau et cette commission-là se chargera de les assister matériellement avec des vivres, des non-vivres, une assistance juridique. Un fonds sera déployé pour venir en soutien à nos jeunes frères qui sont aujourd'hui détenus, les assister jusqu'à ce qu'ils soient libérés. Vraiment, j'aimerais demander pardon à eux et à leurs familles. Il ne faudrait pas qu'ils se sentent abandonnés, ils ne le sont pas. Et le combat, il continue. Alors, comment je me sens? Eh bien, je vais toujours bien. Le soleil a vu le jour, la nuit, donc je pense que rien ne peut nous ébranler. Il est bien de demander pardon et on l'entend bien, hein? Mais le fait de demander pardon aujourd'hui par rapport à tous ces jeunes qui sont incarcérés, est-ce que ces jeunes ne sont pas aujourd'hui comme des victimes expiatoires d'un combat qui malheureusement était perdu d'avance? Alors, ces jeunes dont on parle ne sont pas des victimes. Ce sont des héros silencieux. Ce sont des personnes qui se sont battues pour la démocratie. Ils se sont battus pour la liberté. Ils n'ont pas été instrumentalisés. Ils n'ont pas été manipulés. Aujourd'hui, il faudrait qu'on sorte de ces théories de oui, les personnalités politiques instrumentalisent la jeunesse à leur propre fin et pour finir, décident de les abandonner. J'ai dit que nous mettons en place une commission de soutien aux prisonniers politiques d'opinion. J'appelle tous les leaders, les aînés politiques, à contribuer à cette marche-là pour qu'on puisse ensemble apporter notre soutien à nos frères et sœurs qui sont incarcérés. Ils se sont battus comme nous nous sommes battus et comme nous continuons de nous battre contre la dictature. La dictature, pourquoi? Et c'est vrai que le mot peut paraître fort, mais c'est celui-là.
La Côte d'Ivoire a un gouvernement de dictature dans lequel la liberté d'expression n'existe pas. Je veux dire que ma détention, par exemple, a été faite sans violence. Je n'ai absolument pas été victime d'une quelconque violence. J'aurais été arrêté en Côte d'Ivoire. Ça allait être... J'imagine pas ce que ça allait être avec ce qui s'est passé, des kidnappings, etc. Mais la dignité humaine est respectée. Et ce n'est pas le cas pour les jeunes qui sont aujourd'hui détenus en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est pour ça que nous créons cette commission pour les assister. Mais ils n'ont absolument pas été instrumentalisés. Ce sont des jeunes qui, indépendants même des partis politiques, ont décidé de se battre, comme nous le faisons. Moi, je ne suis pas membre d'un parti politique, mais nous nous battons pour libérer la Côte d'Ivoire du mensonge, du tribalisme et de tout ce dans quoi nous sommes. Bon, je salue la mise sur pied de votre cellule, mais sachez que cette cellule, c'est pas une grande première, parce qu'au sein du PPACI, il y a déjà un secrétariat adjoint chargé des détenus et qui fait déjà des choses depuis belle lurette. Et on voit que les gens sont toujours détenus. On rappelle qu'aujourd'hui, il y a près de 1300 personnes détenues, des prisonniers d'opinion qui sont en prison. Quelle action vous allez mener de plus pour apporter, pour qu'on puisse assister à leur libération? Qu'est-ce que vous allez faire de plus? Alors, en gros? déjà, nous ne pouvons rien faire parce que la justice en Côte d'Ivoire est instrumentalisée. Je veux dire, je suis désolé pour... Il y en a qui s'attendaient peut-être à voir un Lancine fragilisé, mais ce n'est pas le cas. La justice en Côte d'Ivoire est aux ordres. Donc, nous ne pouvons rien faire que nous battre démocratiquement, comme nous avons décidé de faire et ce qui a valu nos incarcérations, etc. Mais ce que nous allons faire, c'est les assister. Comme je l'ai dit, nous allons mettre en place un fonds de soutien pour assister leurs familles, pour leur distribuer des vivres et des non-vivres, pour vérifier s'ils sont dans des conditions, on va dire, qui respectent la dignité humaine, tout simplement, et puis porter la voix pour que, n'est-ce pas, ils soient considérés, qu'ils soient respectés, mais surtout, qu'ils ne se sentent pas seuls, qu'ils ne se sentent pas abandonnés. Je pense que c'est la pire des choses aujourd'hui. Quand tu es incarcéré, tu te poses des questions. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Est-ce que les gens pensent à moi? Aujourd'hui, la tension politique, des partis politiques qui, malheureusement, s'entre-déchirent. Ces jeunes-là qui sont tombés, ces jeunes-là qui sont arrêtés, ces jeunes-là qui sont en prison, se demandent, mais si entre vous-même, vous vous battez, est-ce que vous ne nous avez pas oubliés? Et donc, il faudrait que nous puissions apporter notre soutien à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs, à nos mères qui sont détenus. Et le mouvement citoyen Génération Consciente Côte d'Ivoire Nouvelle se chargera de mener cette action dans les jours qui suivent. Pour en revenir à votre arrestation, pour certains, cette arrestation serait une mise en scène grotesque. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Bon, je veux dire que chacun est libre de se faire sa propre opinion, mais je ne vais pas impliquer ma famille, ma mère qui a fait une crise suite à la nouvelle de mon arrestation et mon épouse, etc., ma famille. Je veux dire, les gens sont libres d'avoir leur opinion, mais je ne joue pas avec ma vie. Nous ne sommes pas en train de jouer, là. Nous ne sommes pas en train de jouer. Je ne vais pas parler de ce... Je ne vais pas répondre à ça parce que pour moi, c'est n'importe quoi. Je veux dire qu'aujourd'hui, on m'a parlé je dirais pas, un pseudo-journaliste du RHDP qui aurait dit que l'État de Côte d'Ivoire, un truc dans le genre. Mais je veux dire, aujourd'hui, ils n'ont pas réussi ici, mais si je mets pied en Côte d'Ivoire, ils vont m'arrêter. Et je pense que ça ne sera pas dignement comme j'ai été arrêté et relâché ici. Ici, il y a la présomption d'innocence. C'est pour ça que je suis dehors. L'affaire est toujours en cours. Je n'étais pas censé même prendre la parole, mais je pense que je ferai l'effort de ne pas, on va dire, de ne pas aller contre le processus qui est déjà engagé, tout simplement. Mais pour d'aucuns, justement, vous avez fait l'objet de pas mal de plaintes parce que lorsqu'on voit le communiqué... 14 chefs d'accusation. Moi, je ne parle pas des chefs d'accusation, je parle des plaintes qui ont emmené à votre arrestation et votre audition. Oui. Justement, pour beaucoup, cette arrestation est venue du fait de votre proximité récente avec le président du PDCI RDA, Tidjane Thiam. Est-ce que c'est le cas? Ou bien est-ce qu'on pourrait aller vers de telles déductions? Bon, je pense que il y a certaines choses que je ne peux pas mentionner parce que, comme j'ai dit, l'affaire est toujours en cours. J'ai certains éléments qui sont toujours entre les mains de la police, donc c'est mon ordinateur et etc. Et donc, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire, mais ce que je peux vous dire, c'est que lorsque je suis arrivé, certaines photos m'ont été présentées, dont la photo du président Tidjane Thiam. Il y a tout un dossier qui a été monté
contre moi, faisant croire que je suis auteur d'une quelconque, on va dire, d'un quelconque terrorisme et d'un quelconque financement, etc., chose qui n'est pas. Nous avons appelé les Ivoiriens à sortir dans les rues, à manifester. Nous n'avons jamais financé le terrorisme ni quoi que ce soit. Et encore, le président Tidjane Thiam, c'est un aîné politique. Je veux dire que mon arrestation soit liée à lui ou pas, je pense que le plus important, c'est que l'ancien Gon Coulibaly est prêt à continuer le combat. C'est bien de le préciser. Vu qu'on parle de Tidjane Thiam, comment est-ce que vous voyez la suite de son combat politique en Côte d'Ivoire? Mais je pense que c'est un homme qui est très serein. Je souhaite qu'il puisse vous accorder une interview pour que vous puissiez lui poser la question directement. Mais je pense que c'est un homme qui est très serein et qui est toujours engagé pour la construction d'une Côte d'Ivoire nouvelle, tout simplement. On entend sa sérénité, mais depuis 2019, on a vu aussi comment est-ce que le président de GPS a été mis sous les ténors. Depuis 2019, il n'a pas pris part au débat politique en Côte d'Ivoire. Est-ce que Thiam n'est pas en train d'aller vers un tel destin, malheureusement? Alors déjà, le destin, je pense qu'il est personnel, hein. Je pense qu'aujourd'hui, il faut comprendre que nous sommes en 2025 et 2025 n'est pas 2019. Premier point. Deuxième point, c'est que les histoires ne se ressemblent jamais. Donc, une histoire peut suivre une autre, mais pour achever ce qui a été fait dans le passé. Le président Tidjane Thiam n'est pas le président Guillaume Soro. Et je pense que le président Tidjane Thiam, n'est-ce pas, en tout cas, quant à lui, se battra comme il faut pour ne pas se retrouver dans une situation comme celle-là. Et puis, pourquoi est-ce qu'on essaie de... Qu'est-ce qu'il a pu faire pour être victime de ce qui est arrivé au président Guillaume Soro? On n'a pas trouvé d'armes chez lui, comme on a prétendu avoir trouvé des armes chez le président Guillaume Soro. On n'a pas de preuve quelconque d'une quelconque action visant à déstabiliser la Côte d'Ivoire, à part Amadou Coulibaly qui s'est permis de le traiter de, enfin, entre guillemets, qui s'est permis de dire que c'était une personne qui appelait à l'insurrection, chose qu'il n'avait pas fait d'ailleurs. Donc je pense que c'est véritablement des suppositions qui n'ont aucun sens et peut-être des plaintes qui n'iront nulle part, tout simplement. Vous dites que votre mental n'est pas entamé parce que pour beaucoup, c'est la crainte, hein. Certains se posent la question de savoir. On a vu l'ancien Gon Coulibaly prendre la parole pendant de nombreux mois. On a vu taper du poing sur la table et le voici arrêté. C'est vrai que depuis lors, vous avez gardé le silence et merci déjà pour l'exclusivité que vous nous accordez pour revenir un peu sur cette arrestation. Mais est-ce que cette arrestation aura plus ou moins entamé votre ardeur, même si vous dites que vous êtes sur d'attaque? Tout de même. Est-ce que ça vous a pas amené à réfléchir, à revoir vos méthodes, à revoir vos manières de procéder quelque part? Bien, je pense que quand on prend un chemin, quand on décide de prendre une voie, un chemin, on s'attend plus ou moins à croiser certains visages. Et cette arrestation, pour moi, a été, bien entendu, une surprise. Je tiens d'ailleurs à féliciter mon épouse, hein, qui ne m'a pas surprise par sa bravoure. Je veux dire que ça a été pour moi... Je n'étais pas surpris, je savais que j'allais être arrêté. Je savais que je voyais des défilés donc, de policiers en dessous de chez moi. Je voyais des stationnements. J'ai décidé même de ne pas rester. Parce que ma femme, comme je l'ai dit, je pense que... oui, elle a dit dans la note vocale. C'est beaucoup personnel, mais je pense que... Mais dans la note vocale qu'elle nous a envoyée. Oui. Dans la note vocale qu'elle nous a envoyée et où on l'entend, elle a donné pas mal de raisons, hein. Elle vient d'avoir un enfant, justement. Et donc, pour ces raisons-là, j'ai décidé de rester un peu en France. C'est ça. Et j'ai ressenti, j'ai vu des palais de police, j'ai vu des défilés, etc. Donc, j'ai décidé de prendre un endroit où j'allais rester. Parce que pour moi, ce n'était absolument pas, je veux dire, normal d'être suivi comme ça. Et je ne m'attendais pas à être arrêté en réalité, je m'attendais à être assassiné. Parce que je sais, et nous savons tous comment est-ce que le régime Ouattara et le gouvernement de Côte d'Ivoire agit. Et donc, j'ai décidé d'être un peu loin de chez moi. Et donc, je n'étais pas surpris de mon arrestation, plus ou moins. J'ai quand même été, je vais dire... Mais en quoi est-ce que vous pourriez faire l'objet d'autant de menaces au point où on voudrait vous assassiner par rapport à quoi? Mais je lorsque pense vous parlez d'assassinat, c'est un peu trop fort quand même. Lorsque vous dites que le président Tidjane Thiam
serait peut-être traité comme le président Guillaume Soro. Non, je dis, il peut avoir le même destin parce Mais qu'aujourd'hui, pourquoi il le pourrait président avoir Guillaume Soro est mis sous l'éteignoir. On ne le voit pas prendre part au Pourquoi débat est-ce qu'il politique. pourrait avoir On pourrait voir Tidjane Thiam se terrer dans le silence, Non, tout simplement. le président Guillaume Soro avait été, n'est-ce pas, il y avait un mandat d'arrêt international contre lui. Oui, il a été jugé, tout ça, et il est jugé, condamné. tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous prétendez qu'il est... Parce que je pense que lors des manifestations, nous voyons, n'est-ce pas, les militants de son parti. Je pense que ça s'alimente, les militants. Donc, il ne s'est pas tu, entre guillemets. Il est là, il agit dans l'ombre, bien entendu, parce qu'il est très silencieux. Alors, le président Guillaume Soro, aux suites de toutes ces poursuites, a décidé d'être là où il est. Mais pourquoi est-ce que ce serait le destin du président Tidjane Thiam? Parce que je pense qu'il n'a pas de mandat d'arrêt, je pense, je ne sais pas, contre sa personne. Je pense qu'il n'a rien fait qui pourrait porter... Enfin, on n'a pas trouvé d'armes chez lui, comme je l'ai dit tout à l'heure. Contrairement au président Guillaume Soro, on a dit qu'on avait trouvé des armes, qu'il essayait de déstabiliser la Côte d'Ivoire, etc. Qu'est-ce qu'il a pu faire pour mériter ce destin-là? Donc, qu'est-ce que j'ai pu faire pour être arrêté? Lorsque je me suis retrouvé face à ces agents lors de ces auditions-là et qu'on me montrait des photos, qu'on me demandait ce que je comptais faire en Côte d'Ivoire, est-ce que j'ai financé, parce que j'ai fait des transactions pour acheter un bien immobilier en Côte d'Ivoire, pourquoi est-ce que je faisais ces transactions, etc. Mais je veux dire, pour moi, j'étais serein, tout simplement. Et est-ce que ça m'a... au contraire, je me suis dit, il faut vraiment que je sorte d'ici pour continuer ce que j'ai commencé. Est-ce que vous avez commencé? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, en gros? Qu'est-ce que vous avez déjà commencé? Nous allons continuer le combat et nous allons nous préparer pour 2030, tout simplement. Moi, personnellement, je vais me préparer pour 2030. Parce que, comme je l'ai dit, il faut un renouvellement de la classe politique. Il faut également que mon mouvement citoyen vire en parti politique. Et il faut également que nous visions la magistrature suprême. Et moi, je donne rendez-vous aux Ivoiriens pour dans 10 ans. Dans 10 ans, on sera en 2035. Là, vous nous dites officiellement qu'en 2035, on verra l'ancien Bon Coulibaly candidat au présidentiel en Côte d'Ivoire, c'est ça, pour 2035? Si les Ivoiriens le souhaitent et si les conditions sont réunies, je serai candidat pour 2035. Et là, comme vous avez dit, votre combat va commencer à partir de 2030 où vous voulez ériger votre mouvement citoyen en parti politique, c'est bien ça? Le mouvement citoyen est déjà en phase. Aujourd'hui, les conditions en Côte d'Ivoire font qu'il serait très difficile pour moi de transformer un mouvement citoyen en parti politique. On le sait, on sait pourquoi. Et donc, ça prendra le temps que ça prendra. Nous continuerons à faire nos actions et nous transformerons en parti politique. Nous allons nous muer en parti politique et par la suite, adviendra ce qui devra arriver, tout simplement. En tout cas, l'exclusivité du jour, c'est de savoir qu'en 2035, l'ancien Bon Coulibaly est candidat pour les présidentielles en Côte d'Ivoire. Il prend 10 ans pour se préparer, c'est-à-dire que quelque part, c'est pas de la complaisance, parce que ça pourrait faire l'effet d'annonce, non? Une telle information, ça pourrait faire un effet d'annonce tout de même, Je pense non? que les Ivoiriens ne sont pas surpris. Je pense que la plupart d'entre eux se sont beaucoup posé la question pourquoi est-ce qu'il n'a pas décidé d'être candidat cette année, etc. Mais je pense que, comme j'ai dit, c'est sur les anciennes lianes qu'on tisse les nouvelles, tout simplement. Et là, je suis aux côtés du président. Vous nous annoncez en exclusivité. Je reviens encore là-dessus parce que c'est vrai que vous dites cette année, on aurait pu penser parce que on vous a vu quand même, c'est vrai, il y a pas mal d'actions que vous aviez menées, des actions sociales sous le sceau de votre mouvement citoyen. Moi, j'ai été très fasciné, ça c'est personnel, hein, par rapport aux campagnes de sensibilisation par rapport à la drogue en milieu scolaire. C'est comme ça que je vous ai connu. Il n'y a pas eu que ça. Nous avons également lancer une caravane d'assainissement de tous les commissariats et brigades de gendarmerie de Côte d'Ivoire parce que la police et la gendarmerie, malheureusement, sont laissés pour compte. Je veux dire que nous avons des amis qui sont CAIR, etc., qui eux-mêmes dépensent pour assainir les commissariats. Aujourd'hui, quand je repense à mon passage donc en cellule, c'était pas sale comme on le voit en Côte d'Ivoire. C'était très propre, il y avait une certaine attention, la dignité humaine était respectée. C'était un cadre pas, on va dire, luxueux, mais c'était au moins agréable. On va dire comme ça, mais en Côte d'Ivoire, c'est pas le cas. Et donc, nous avons lancé une campagne, une caravane
d'assainissement de tous les commissariats et brigades de gendarmerie de Côte d'Ivoire, financés sous fonds propres. Et les photos et les vidéos sont sur les réseaux. Les membres du mouvement citoyen engagés et déterminés ont mené à bien cette mission. Nous avons organisé des remises de dons aux personnes défavorisées, aux orphelins. Nous avons pour objectif de construire, je dirais pas un orphelinat, mais un centre de réinsertion pour tous ces jeunes-là qui sont aujourd'hui et qui malheureusement n'ont pas encore eu la chance de sortir de la drogue, de se réinsérer dans la société, donc de les former, etc. Plein de projets sont en cours avec le mouvement citoyen Génération Consciente Côte d'Ivoire Nouvelle. Et nous allons également nous muer en parti politique. Mais il est bien de rappeler toutes ces actions à la conscience collective parce que très souvent, on a vite fait de résumer, surtout un leader d'opinion, à ses prises de parole sur les réseaux sociaux. Voilà, il est là, il bavarde, il fait rien de concret pour parler comme de manière très relâchée. Donc moi, je suis très heureux de vous voir parler de ces actions que vous avez menées par rapport à des brigades pour les assainissements. Bon, moi, je savais déjà la campagne en milieu scolaire contre la drogue. C'est très, très intéressant. Et c'est dans la suite de toutes ces idées que vous voulez aujourd'hui porter vraiment un projet de société pour la Côte d'Ivoire à Loré en 2035. Je pense que la jeunesse ivoirienne aspire au changement. Je pense que les institutions sont vieillissantes. Je pense que les acteurs politiques sont vieux, sont fatigués et commencent à se prendre pour des rois. Il faut un renouvellement de la classe politique, il faut un renouvellement des institutions, il faut un renouvellement des institutions politiques. Il faut une Côte d'Ivoire nouvelle avec une jeunesse actrice de son développement et nous nous battrons pour cela. Vous l'avez sans cesse de le dire, hein, ça reste un peu votre slogan, c'est tellement bien à dire. Mais lorsque vous parlez de votre candidature pour la présidentielle 2035, ça ne peut pas m'empêcher de faire ce parallèle avec l'actualité qu'on a vu malheureusement avec une consoeur sur les plateaux. Ça a été stigmatisé par beaucoup de personnes. Mais lorsqu'elle disait que le jeune Jean-François, je crois, qui est candidat de la jeunesse, avait une attitude de guignol, après plus ou moins qui a été réhabilité à la faveur d'une interview lors d'un podcast, est-ce que vous n'avez pas peur quand vous affuble de tels stéréotypes pour dire mais lui c'est un guignol, c'est quelqu'un qui veut amuser la galerie lorsqu'il parle de dire qu'il est candidat pour les présidentielles en 2035? Alors, je pense que c'est possible que les gens le fassent, mais j'espère que ceux qui le feront, leur père aurait fait mieux que ce que j'ai fait en Côte d'Ivoire. Je veux dire que j'ai dépensé des centaines de millions de francs CFA dans le social, dans la création d'entreprises, dans la formation de l'entrepreneuriat, dans la sensibilisation sur la drogue, sur les grossesses en cours de scolarité, dans la distribution de kits scolaires aux familles. Je veux dire que nous sommes en train de construire une clinique privée avec ma famille en Côte d'Ivoire. Je veux dire qu'avant de traiter une personne de guignol, il faut s'assurer que nos pères avant nous et leurs pères avant eux ont fait la moitié de ce que celui qu'on appelle guignol a pu faire, tout simplement. La journaliste Isabelle Vauvant, je la connais particulièrement. Je suis une fois passé sur leur plateau et c'est la même arrogance, mais bon, je pense que quand on mange au RHDP, ça ne surprend pas. Jean-François Kouassi est un jeune qui est aujourd'hui ambitieux, qui rêve. Et donc, quand on ne peut pas aider un jeune à réaliser ses rêves, ça ne sert à rien d'essayer de lui couper les ailes, tout simplement. 2035, LGC, je vais dire ça comme ça, l'ancienne Banque Coulibaly se lance pour 2035. Je m'y attendais pas, de savoir que là, je me suis dit, bon, vous êtes leader d'opinion, vous êtes président d'un mouvement citoyen et donc vous allez rester dans ce précaré à mener des actions. Mais de là à dire, et j'avoue que chaque fois que je vous ai eu sur le plateau d'Actu People, que je vous ai dit, ce serait quoi le but de tout ce combat? Vous avez dit, je vais diriger la Côte d'Ivoire. Mais là, cette ambition prend forme. Comment est-ce qu'elle va se matérialiser véritablement pendant ces 10 prochaines années? Vous avez dit, vous allez muer votre mouvement citoyen en parti politique et vous allez partir à l'assaut de la présidence en 2035. Comment est-ce que vous allez décliner vos différentes actions? Parce que 10 ans, c'est beaucoup de choses à faire. Ce sera quoi? Pour répondre à votre question, c'est que je souhaite que Dieu nous prête longue vie. En tout cas, en ce qui me concerne, je continuerai à mener des actions politiques en Côte d'Ivoire. Je continuerai à soutenir les jeunes
qui se lancent dans la politique. Je continuerai à encourager ces jeunes-là qui souhaitent le renouvellement de la classe politique. On continuera à mener des actions sociales. On continuera à sensibiliser sur le faux, éduquer sur le faux, habiliter, réhabiliter sur le faux, construire sur le faux. Mais on existera toujours sur le terrain politique. Cette arrestation qu'il y a eu ce jour-là marque le début d'une carrière politique qui ne s'arrêtera pas. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. C'est vrai que vous avez dit que vous allez continuer à mener des actions et ça, c'est très, très intéressant. Mais il y a une chose à laquelle vous avez habitué ceux qui vous apprécient, ce sont des prises de parole récurrentes. Est-ce que vos prises de parole auront toujours, on va dire, cette virulence qu'on a connue par le passé? Qu'on le veuille ou pas, lorsque vous prenez la parole, il y a des mots très, très durs quand même. Oui, mais les mots durs dépendent des situations. Je veux dire oui, vous n'allez pas vous justifier chaque fois de la même manière. Pas. Je comprends. Mais je veux dire, on estime que cette situation, cette crise préélectorale est passée. On estime qu'il y aura de nouveaux éléments de langage quand même. Mais là, aujourd'hui, je veux dire que, Monsieur Vergès, il y a... Je me réjouis qu'il y ait un petit sourire aujourd'hui. Il y a les temps pour les tempéraments modérés. Ça fait plaisir. Il y a des temps pour les tempéraments radicaux. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, tant qu'il y aura sujet à donner de la voix, nous donnerons de la voix pour les Ivoiriens. Vous savez, ma mère m'a demandé pourquoi tu fais tout ça. Elle m'a dit, mais écoute, qu'est-ce que tu as comme problème réel? Je lui ai dit que mon seul problème, c'était... En fait, il faudrait qu'on arrête de penser à nos personnes. Il faut qu'on pense aux gens qui actuellement sont peut-être à la Cyporès, dans une maison, qui sont des jeunes qui ont le baccalauréat, qui ont un doctorat, qui vivent chez leur tante, parce qu'orphelins peut-être, qui ont un mur sans peinture. Il faudrait qu'on réussisse à diriger notre regard vers l'extérieur pour comprendre réellement les motivations qui nous emmènent à agir comme nous agissons. Tant qu'on pensera à notre propre personne, on ne comprendra jamais l'engagement de l'ancien Ngon Coulibaly. Nous nous battons pour les Ivoiriens. Nous nous battons pour le changement. Nous espérons. C'est un espoir fou, mais il est là. Nous espérons une Côte d'Ivoire où avoir un emploi ne sera pas un luxe. Vous n'imaginez pas la souffrance et la douleur, mais la tristesse qu'on peut ressentir lorsqu'on voit un jeune qui a un master supplier pour un emploi ou se suicider parce qu'il n'a pas d'emploi. Pendant que dans certains pays, comme là où nous sommes, l'accès à l'emploi est assez simple, c'est basique, c'est classique avoir un emploi. C'est pas aussi simple que ça, hein? Mais si, je veux dire que, Monsieur Vergès, il faudrait que nous puissions au moins reconnaître ce qui est et souhaiter que ce qui doit être demain soit meilleur que ce qui est. Et ce qu'il y a ici est mieux que ce qu'il y a là-bas. Et nous ferons en sorte que ce qu'il y a là-bas soit au moins identique. Je le disais aux forces de l'ordre lors de l'interrogatoire, je leur ai dit, mais déjà, il n'y a pas de preuve pour... parce que j'ai rien fait. Je ne suis responsable d'aucun... Je veux dire, je n'ai absolument rien fait allant dans le sens du terrorisme, ni quoi que ce soit. Mais tout ce que j'espère, c'est que là, je suis arrivé, vous m'avez donné un jus d'orange, par exemple. Chez nous, il n'y a pas ça. Personne ne va me donner un jus d'orange pendant que je suis en garde à vue. Et c'est cette dignité respectée ici que nous souhaitons retrouver chez nous. C'est cette liberté d'expression, cette démocratie que nous souhaitons avoir chez nous. Lorsque les gilets jaunes décident de sortir, de manifester, de contester, on ne les jette pas en prison, on ne les kidnappe pas. Il y a un monsieur qui s'appelle Olivier, un monsieur qui s'appelle Olivier, qui manifeste, qui fait des vidéos, qui dénonce, etc.
Mais il n'est pas kidnappé, il n'est pas traité de terroriste. Ils m'ont montré une vidéo dans laquelle je disais que j'allais remettre 20 millions de francs CFA aux jeunes en Côte d'Ivoire pour qu'ils restent dans la rue. Mais lorsqu'on appelle des jeunes à sortir dans les rues et à ne pas rentrer à la maison, il faut bien qu'il y ait de quoi acheter de l'eau, rester dehors, manifester. Il faut bien que lorsque nous sommes présidents, initiateurs d'un mouvement citoyen, que nous puissions mettre des fonds à la disposition de nos membres pour exister, pour manifester, pour mener des actions de sensibilisation, comme vous les avez évoquées tout à l'heure. Nous avons eu et nous avons la chance d'avoir accès à tout ce dont nous aspirons. Et tout ce que nous souhaitons, c'est que nos frères et sœurs aient accès également à tout ce à quoi ils aspirent. Parfait. Là, c'est clair que vous allez continuer à dénoncer, mais ce qui est assez nouveau dans cette interview, c'est de savoir que vous déclarez là être candidat pour les présidentielles en 2035 et ce sera une marche très longue, c'est clair. Mais là, dans votre premier, je vais dire ça comme ça, hein, dans votre premier message d'homme politique, même si votre parti n'est pas encore érigé de manière officielle, je dirais ça comme ça, s'il y a un message de décrispation que vous pourriez lancer là, au-delà des dénonciations que vous allez continuer à faire, que vous avez toujours faites, un message de décrispation, parce que qu'on le veut ou pas, le président Alassane Ouattara serait investi, il va diriger la Côte d'Ivoire encore pendant 5 ans. Est-ce qu'il y a un message de décrispation que vous pourrez lancer là pour qu'on puisse permettre à des acteurs politiques de pouvoir émerger et qu'on puisse avoir une pluralité, en tout cas, d'opinions en Côte d'Ivoire à travers des partis politiques et surtout des partis naissants comme le vôtre? Je veux juste qu'il démissionne. Je souhaite qu'il décide de ne pas se faire, n'est-ce pas, il ne mérite pas cette place là où il est. Vous venez sur l'échiquier politique, vous voulez pouvoir demain vous faire élire par des millions d'Ivoiriens qui aussi sont des partisans du président Alassane Ouattara, et vous là, vous souhaitez tout ce que vous souhaitez qu'il démissionne. Non, mais je veux dire que partisan d'une forfaiture, partisan d'un braquage électoral, je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on soit réaliste. C'est comme ceux qui disent, par exemple, vous avez dit tout à l'heure que oui, certaines personnes disent que je n'avais pas été arrêté ou que, voilà, des choses comme ça. Ce n'est pas parce qu'on est habitué à frauder. Ce n'est pas parce qu'on est habitué à mentir. Ce n'est pas parce qu'on est habitué à manipuler que tout le monde fait la même chose. Je ne peux rien demander à Alassane Ouattara. Pour moi, il est un dictateur. Et en fait, j'utilise l'expression dictateur parce qu'en 2011, il a dit lui-même, on l'a vu sur les réseaux sociaux, il a traité le président Laurent Gbagbo de dictateur. Donc ce n'est pas une injure. C'est un qualificatif dont il a l'expérience. C'est pour ça qu'il l'a employé. Pour moi, c'est tout ce qu'il représente. Et je n'ai absolument rien à lui demander, si ce n'est de faire en sorte qu'on ait une vraie élection en Côte d'Ivoire. Et que le président Tidiane Thiam, le président Laurent Gbagbo et tous ceux-là qui souhaitent participer à cette élection, puissent participer à cette élection. Quel type d'appel on n'a pas donné à Alassane Ouattara? Quelle parole de sagesse n'avons pas donné à Alassane Ouattara? Quel appel à la réconciliation? Quel appel à la paix? Il y a eu plus de 10 morts. Il y a des milliers de personnes qui sont emprisonnées aujourd'hui. Il y a des gens qui ont été enlevés. Il y a des gens qui ont été séquestrés. Donc, il n'écoute pas ce qu'on lui demande. Il n'écoute pas ce qu'on lui dit. C'est une personne que le pouvoir a rendu fou. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Ça a été dit par les journaux français. Et donc, tout ce que je peux lui demander, aujourd'hui, si j'avais l'occasion de lui parler, j'allais lui dire de renoncer à cette forfaiture, à ce braquage électoral et de faire en sorte qu'on ait une Côte d'Ivoire rassemblée, une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire renouvelée. Et c'est avec ce temps que vous comptez conquérir les millions d'Ivoiriens qui devraient pouvoir vous voter pour être leur président en 2035? Non, je veux dire que là, nous ne sommes pas en 2025, en 2035. Là, nous sommes en 2025. Et en 2025, nous sommes face à une forfaiture en Côte d'Ivoire. Nous sommes face à nos frères qui sont emprisonnés. Nous sommes face à nos mères qui meurent dans les hôpitaux. Nous sommes face à un braquage électoral, comme l'a dit le président Laurent Gbagbo. Et donc, en 2025, nous ne pouvons pas faire un discours pour inciter un peuple à voter pour nous. Nous ne sommes pas candidats.
nous dénonçons Alassane Dramane Ouattara qui est en train de rouler l'opinion internationale dans la farine, qui est en train de... Je veux dire, c'est ce que nous faisons, M. Vergès. J'entends. C'est bien que là, on va rapidement refermer cette parenthèse par rapport à votre candidature annoncée pour 2035. Mais par rapport à cette arrestation, justement, il y a une motion de soutien du district, je ne sais pas, de la diaspora, du PDCI RDA, qui, en vous citant, parlait comme si vous étiez un militant du PDCI et qui vous apportait leur soutien. Vous êtes militant du PDCI ? Je ne suis pas militant du PDCI, mais c'est un parti que je respecte et je pense que je me reconnais dans leur idéologie. Donc voilà, et donc je les remercie également pour ce soutien. Mais je ne suis pas militant du PDCI. Pourquoi cette motion faisait laisser croire que vous étiez militant du PDCI? C'est une manière peut-être de vous appeler dans leur filet, dans le parti quelque part? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut peut-être poser la question aux auteurs, mais ce que je peux dire, c'est que c'est un parti que je respecte. Le PDCI est le plus grand parti de la Côte d'Ivoire, le premier parti de la Côte d'Ivoire, celui-là qui nous a menés à l'indépendance, etc. Celui-là même qui a permis à Alassane Dramane Ouattara d'être en Côte d'Ivoire et tout ça. Donc je veux dire que c'est, pour moi, c'est déjà un honneur d'être cité par eux. Nous avons peut-être des idéaux qui se rejoignent, mais je ne suis pas membre du PDCI. Dans la logique justement de cette motion de soutien, paraît-il que lorsque vous étiez aussi en détention, vous avez eu le soutien du président du PDCI RDA, Tidiane Thiam. Ce soutien s'est manifesté comment? Le président Tidiane Thiam a demandé à me soutenir avec des avocats. Et je le remercie. Vos rapports sont si profonds que ça? Bon, je l'aime, je le respecte. C'est un mentor, c'est un aîné. Ça, ce sont mes rapports, c'est ce que je pense de lui. Et donc, le connaissant, enfin, je veux dire, je ne sais pas ce qu'il pense de moi, mais je pense qu'il a beaucoup d'affection pour moi. C'est pour ça qu'il sait très bien que ce qu'il y a derrière tout ça, c'est de la manipulation. On veut juste faire passer le jeune homme pour ce qu'il n'est pas. Et donc, je lui apporte mon soutien parce qu'il m'aime et parce qu'il me respecte. Vous êtes financé aujourd'hui par Tidiane Thiam? Je n'ai jamais été financé par le président Tidiane Thiam. Je n'ai jamais été financé par lui. Je veux dire, avant... c'est une personne que j'admire, hein, je le reconnais, je l'ai observé pendant longtemps, j'ai suivi son parcours, etc. Mais quand j'étais en Côte d'Ivoire et que je menais des actions, c'était l'ancien Gon Coulibaly qui finançait, c'était pas le président Tidiane Thiam. Donc le président Tidiane Thiam n'est pas un financier pour moi, c'est un modèle, un aîné politique, et voilà, tout simplement. Est-ce que vous connaissez l'histoire du PDCI RDA? Bien, je pense que tout le monde connaît l'histoire du PDCI RDA. Qu'est-ce que vous pouvez maintenant... Je vous ai dit que le PDCI RDA est un parti qui a toujours prôné le dialogue, un parti donc initié par le président Félix Houphouët-Boigny, etc., repris par d'autres leaders, dont le président Henri Konan Bédié, qui aujourd'hui nous ont permis d'avoir cette indépendance, entre guillemets, que nous avons aujourd'hui, etc. Et voilà, qui ont permis des réformes, l'éducation scolaire gratuite, etc. Les travaux des... les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. De l'éléphant d'Afrique, etc. Avec le... Voilà. Bah parfait, c'est pas mal. Est-ce que vous avez suivi la dernière interview du ministre Maurice Kakou-Dikaoué? Comme ça, oui. J'ai vu, oui. Vous n'avez pas suivi? Moi, je vous fais un résumé. Si vous voulez, je vous fais un résumé succinct. Moi, ce qui m'a plu dans cette prise de parole, parce que, et je vais vous demander de vous prononcer là-dessus, parce que dans ce qu'il disait, c'était comme une injustice lui avait été faite parce qu'il n'a pas été parrainé. On va dire, il n'a pas eu la caution du PDCI pour se présenter aux législatives à Gagnoa. Ça, c'est un. Mais il disait qu'il est un peu aujourd'hui l'un des derniers Mohicans, on va dire, du PDCI RDA, d'autant plus qu'en tant que médecin personnel du président Félix Houphouët-Boigny, lorsque le président Félix Houphouët-Boigny mourait, il lui a dit « Ok, je vous confie le PDCI à toi et à Henri Konan Bédié ». Donc, tout naturellement, pour lui, Henri Konan Bédié, ayant été président du PDCI et à la suite de sa mort, ça aurait été lui qui aurait pu être candidat.
Mais, et après, il a cité un peu les actions qu'il a pu mener par rapport au président Tidjane Thiam. Mais avant de citer tout ce qu'il a pu dire, comment vous trouvez le fait qu'un tel monsieur qui a donné toute sa vie depuis la Messie, depuis voilà, les organisations estudiantines, jusqu'à être secrétaire du PDCI et autres, aujourd'hui soit victime d'une certaine injustice, comme il a dit, selon ses propos, de la part du PDCI-ADR? Comment vous voyez Lorsque cela? on est sur un plateau télévisé et qu'on dit qu'on souhaite prendre la place de son président, donc on souhaite être, pourquoi pas, le futur président du PDCI, ça veut dire que ce qu'on qualifie d'injustice était peut-être, on va dire, une décision prise par notre président, peut-être, relativement au comportement que nous avons pu avoir avant de subir ce qu'on peut appeler une injustice. Je pense qu'il paye juste le tribut de son marché, tout simplement. Vous estimez quelque part il a eu un comportement un peu contraire à l'éthique du PDCI qui a amené cela? Pendant que je suis membre du PDCI, venir m'asseoir devant une chaîne télévisée pour dire que je souhaite prendre la place du président du PDCI. Je ne vais pas venir essayer de légitimer, on va dire, le RHDP en disant que l'article 48, si ce n'est ça, avait été déjà mis en œuvre par le PDCI à la base. Donc, le président Tidjane Thiam ne peut pas être surpris de... Je ne vais pas venir faire ça. Si je fais ça, c'est que j'essaie, entre guillemets, de mettre à mal mon leader. Et donc, je pense qu'il ne fait que payer le tribut de son marché. Ça avait été déjà vu depuis la base. Et c'est justement pour ça que, entre guillemets, si injustice il y a pu avoir, il paye le tribut de son marché. Donc, pour vous, c'est une personne qui relève un peu les incohérences ou les insuffisances de la démarche de Tidjane Thiam. Cette personne devrait subir de tels sorts? Je pense que cette histoire, déjà, je ne dis pas qu'il subit une quelconque injustice. C'est ce que vous avez dit et c'est ce qu'il a dit. Moi, c'est pas ce que j'ai dit. Oui, moi, je me base sur ce qu'il a dit sur le plateau. Alors, pas ce que j'ai dit, ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que relativement à la nationalité du président Tidjane Thiam, ce débat, il est clos depuis longtemps. Je veux dire que la première personne à avoir clôturé ce débat-là, c'est le président Laurent Gbagbo. Lorsque le président Laurent Gbagbo permet à Alassane Dramane Ouattara d'être candidat pendant qu'il y a des troubles sur sa nationalité, le débat, il est clos. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara, burkinabé, voltaïque, entre guillemets, c'est comme l'expression. Mais il a permis, bien qu'il y ait l'article 48, à Alassane Dramane Ouattara d'être candidat. Lorsqu'Alassane Dramane Ouattara lui-même délivre un passeport, parce que c'est par le biais d'Alassane Dramane Ouattara que le président Tidjane Thiam a son passeport ivoirien. Un passeport ordinaire, entre guillemets. Donc, quelqu'un qui n'est pas ivoirien, le président de la République fait en sorte qu'il ait son passeport. En tant que qui? Il n'est pas ivoirien. En tant que, je veux dire, il a son passeport ivoirien en tant que quoi? Non, il a son passeport en tant que citoyen ivoirien. Mais justement, en tant que citoyen ivoirien, lorsque il est sur la liste électorale, jusqu'à ce qu'il déclare sa candidature, il a participé aux élections. Jusqu'à ce qu'il déclare sa candidature, et c'est là qu'on se souvient que non, en fait, il n'est pas ivoirien. À un moment donné, je dis que soit il y a de la mauvaise foi venant de ceux-là que vous appelez président de la République, ou soit nos institutions ne sont pas fiables. Ça dit que c'est lorsque le président Tidjane Thiam décide de candidater qu'on se souvient qu'en réalité, non, il y a eu un problème au niveau de... Non, à un moment donné, soyons sérieux. Du coup, monsieur Gikawe est juste une personne qui souhaite prendre la place de son président. Et donc, il essaie d'utiliser toutes les stratagèmes possibles pour essayer de... Il a même dit, justement, comment on peut demander... Je veux dire, avant ça, que ce soit Patrick Hachi, il renonce à sa nationalité juste après qu'il y ait l'histoire du président Tidjane Thiam, mais lui est dans le gouvernement, Premier ministre. Que ce soit Jean-Louis Billon qui renonce à sa nationalité à la même période que le président Tidjane Thiam, mais lui est sur la liste électorale. Je veux dire qu'à un moment donné, vous devez tout... Ça veut dire que c'est tellement simple. Tout le monde doit comprendre qu'il s'agissait juste d'une manipulation. Et donc, aujourd'hui, le président Tidjane Thiam incarne la nouvelle génération politique. C'est vrai que l'archiviste Gikawe a des liens qu'il a pu avoir avec le président Henri Konan Bédié, etc. Mais le PDCI n'est pas un musée.
c'est un parti politique. Et un parti politique a besoin de se renouveler. Et le président Tidjane Thiam incarne le renouvellement de ce parti politique. Parfait. Mais est-ce qu'il n'y a pas une préparation quand même dans la conquête du pouvoir du président Tidjane Thiam, tout de même? Vous appelez quoi une préparation? Parce qu'il y a eu pas mal de pièges qui lui ont été tendus quand même dans sa tentative de briguer la présidence ivoirienne. Il aurait pu quand même tout de même, même si vous dites tout à l'heure, je comprends bien vos arguments, hein, il aurait pu quand même se préparer de sorte à éviter certains pièges tout de même, non? Oui, des pièges qui n'ont jamais existé. Je veux dire que Monsieur Vergès, le piège portant sur le code de nationalité, la stratégie en elle-même, et même, c'est vrai que même tout à l'heure, vous avez parlé de Guy Kaoué disant que c'est un archiviste, un mot que je trouve pas très, qu'est-ce que ça veut pour dire? Une mémoire, non, mais pour une mémoire comme Guy Kaoué, le traité d'archiviste, c'est un peu trop fort. Je tenais vraiment à le relever. Mais je veux dire, lorsqu'il dit, par exemple, pour faire le front commun, le président Tidjane Thiam aurait dû quand même, on va dire, concerter le bureau politique, ce qui n'a pas été fait. Dans un parti, il y a des tests, il y a des lois, il y a des tests auxquels il faut se référer avant toute prise de décision. À revenir sur le propos d'archiviste. Un archiviste, c'est pas une injure. Dans plusieurs obédiences, dans plusieurs organisations, institutions, il existe des archivistes. C'est un terme peu flatteur en tout cas. Non, mais pas du tout. En fait, vous ne le connaissez peut-être pas, mais ce sont ceux-là qui ont, on va dire, la mémoire même de l'institution. Donc, c'est ceux-là qui ont accès. Ça aurait été. C'est ceux-là qui. C'est galvaudé de le dire ainsi. C'est galvaudé. Parce que ça aurait été bien de dire qu'il est la mémoire du PDCI. Mais c'est quoi la différence entre un archiviste et quelqu'un qui a la mémoire du PDCI? C'est pour ça que je dis, c'est galvaudé. Employé ainsi, c'est très galvaudé. Monsieur Vergès, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de jouer sur les mots et comprendre, en fait, les mots dans leur simple définition. Ok, je l'entends. Monsieur Guy Kaoué est considéré comme un archiviste par moi, l'ancien Gon Coulibaly. Pourquoi? Parce que M. Guy Kaoué a, entre guillemets, la mémoire, n'est-ce pas, du PDCI. Il peut utiliser cette mémoire, cette connaissance qu'il a du PDCI pour, n'est-ce pas, soutenir, entre guillemets, et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Donc aujourd'hui, on ne peut pas demander... Je veux dire, ce que vous dites, franchement, il faut revoir ça. Ce n'est pas... je le respecte, hein. Je le respecte. Mais archiviste, c'est pas une injure. C'est un poste même. Dans certaines entreprises, il y a des archivistes. Non, on ne va pas revenir là-dessus. Non, c'est important de clarifier ça parce que ce serait... Je vous en prie. Faire croire que je le méprise et ce n'est pas le cas pour moi. Et deuxième point, l'histoire donc de la nationalité est déjà clôturée depuis longtemps. On n'a pas besoin de revenir sur ça. Nous avons juste affaire à un monsieur qui est, entre guillemets, candidat contre son président dans l'exercice de ses fonctions. Et donc, c'est un manque de discipline qui doit être, n'est-ce pas, qui doit être remis en question. Je pense que vous devez accorder une interview à Guy Kaoué pour lui demander pourquoi est-ce qu'il fait ça, parce que normalement, c'est pas normal. Si on en a l'occasion, ce sera avec grand plaisir. Les législatives, c'est pour le mois de décembre, le 27 décembre plus précisément. Aujourd'hui, on voit quand même que ce soit le PPACI ou le PDCI RDA, c'est deux stratégies différentes. Le PPACI qui refuse, lui, d'aller aux élections, aux législatives, mais pourtant, il y a des candidats indépendants. Le PDCI qui essaie quand même de réorganiser son état-major avec un nouveau secrétaire. Comment est-ce que vous voyez un peu l'issue des législatives par rapport à ces deux partis qui étaient qui étaient associés avec le Front commun? Je veux dire que le PDCI décide d'aller aux élections. Oui, tout à fait. Ils ont appelé leurs militants à aller aux élections, les députés ont été choisis, etc. Donc, c'est leur choix à eux, c'est le choix du président Tidjane Thiam, c'est le choix du bureau, du conseil, etc. Nous avons décidé de mener notre combat hors de là. Donc, nous avons décidé de manifester, de contester, de nous opposer à ce quatrième mandat qui est illégal. C'est ce que nous avons décidé de faire. Pour revenir au PPACI, le président Laurent Gbagbo a décidé qu'il n'allait pas aux élections législatives. Voilà. Donc, je veux dire, par la suite, nous avons vu des membres, des cadres du parti, malgré le CRS, décider d'aller, en fait, aux élections législatives. Donc, pour certaines personnes, c'est considéré comme une trahison au président Laurent Gbagbo, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je veux dire que même au RHDP, il y a eu des moments où on ne voulait pas aller aux élections,
voilà, législatives ou quoi que ce soit, où il y a des militants qui ont décidé d'aller indépendamment du parti et qui après ont été réintégrés dans le parti. Ça peut être considéré comme une stratégie. Le président a sa vision. Le président décide qu'aller aux élections législatives, c'est valider ce braquage électoral. C'est ce que le président décide. Nous décidons d'aller, n'est-ce pas, on va dire, aux législatives, bien que notre président ait dit qu'il ne souhaite pas qu'on parte. Ça peut être considéré comme une trahison ou ça peut être aussi une stratégie. Parce que le président Laurent Gbagbo, je pense qu'il n'est pas candidat. Il décide de ne pas y aller. Les membres peuvent y aller, après venir demander pardon. Ils sont réinsérés. Ce n'est pas la première fois que ça arrive en Côte d'Ivoire. Donc, traiter certains de traite et tout ça, ce n'est pas nécessaire. Ce que vous devez retenir de cette interview que nous a accordée en ce jour, l'ancien Bon Coulibaly revenait sur les raisons de son arrestation dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 novembre 2025. Et il nous a donné une exclusivité. Il est candidat pour les présidentielles en 2035. Monsieur l'ancien Bon Coulibaly, ça fait plus d'une fois, ça se compte plus, hein, vos interventions sur le plateau d'actupeople.net. Aujourd'hui, un homme apaisé. Et après cette arrestation, vous nous avez fait encore la sympathie d'être sur notre plateau pour nous en donner les raisons. Et surtout, vous prononcez aussi sur la qualité politique en Côte d'Ivoire. Les prochaines actions, c'est ma dernière question. C'est l'avant-dernière question avant votre mot de fin. Vos prochaines actions, ce sera quoi? Alors, pour l'heure, je dois attendre que le processus en cours par la police puisse être terminé. Une fois la clôturation de ce processus, eh bien, les actions commenceront, tout simplement. Mais nous restons dans le combat, nous restons mobilisés. Et nous allons, n'est-ce pas, avec le comité de soutien aux prisonniers politiques d'opinion, déjà lancer des actions dans les jours qui suivent pour apporter notre soutien, notre présence à ces jeunes-là qui aujourd'hui se sentent abandonnés, ont l'impression peut-être d'avoir été abandonnés par les combattants, par les partis politiques, par leurs leaders, par leurs aînés. Nous allons leur apporter notre soutien pour leur et aller dans la migration donc du mouvement citoyen en parti politique, tout simplement. Dernier mot. Eh bien, juste dire merci. Merci parce que ce moment-là que j'ai pu traverser m'a permis de comprendre à quel point je suis cher au cœur des Ivoiriens. Remercier ces jeunes, le président Tidiane Thiam pour son soutien et plein d'autres que je préfère ne pas citer pour éviter voilà, qu'ils soient aussi victimes de ce qui m'est arrivé. Et puis voilà, la lutte elle continue. Nous allons nous battre ensemble, main dans la main, dans l'union et dans la cohésion pour la construction d'une Côte d'Ivoire nouvelle avec une jeunesse actrice de son développement. Merci à vous. LGC 35, je devrais dire ça comme ça, l'ancien Bon Coulibaly pour 2035. Nous allons lancer ce mouvement-là même, LGC 35, et commencer à mener des actions dans cette logique. Bah voilà, le mouvement citoyen Génération Consciente Côte d'Ivoire Nouvelle va bientôt se muer en parti politique. Il y aura un mouvement pour soutenir la candidature de l'ancien Bon Coulibaly pour les présidentielles 2035. Ce sera LGC 35. Retenez cela. Nous, on a été très heureux de recevoir l'ancien Bon Coulibaly comme toujours. Toujours fidèle à ses opinions, à son engagement. Il a le moral. Il se porte super bien. Il a tenu, en tout cas, par respect et par amour pour toutes ces millions de personnes qui l'ont porté en prière lorsqu'on a donné l'information de son arrestation. Il a tenu par respect pour ces personnes, même si la procédure en cours, de venir donc le temps de cet arrêt, s'ouvrir sur notre plateau, donner toutes les explications possibles, de sorte à ce que chacun se fasse l'opinion par rapport à ce qui a été. Je pense que vous avez été satisfait des éléments de réponse. Chacun s'en fera sa déduction. Merci encore, monsieur l'enseignement Coulibaly. Merci encore une fois de plus. Merci, Vergès. C'était Guillaume Vergès pour le compte d'actupeople.net. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour d'autres interviews. Merci. Ciao.